Bienvenue, chers auditeurs, dans un voyage singulier à travers l'histoire. Une histoire si discrète qu'elle semble murmurer depuis les montagnes. Loin des tumultes des grands empires et des champs de bataille retentissants, nous allons nous endormir ce soir avec le récit d'une nation pas comme les autres, le Liechtenstein. Dans le silence apaisant de la nuit, nous allons nous laisser porter par le vent doux qui souffle sur ces vallées alpines, un vent qui a traversé les siècles, portant avec lui les histoires d'un pays qui a su conserver sa paix et sa singularité au cœur de l'Europe. Alors que vos paupières s'alourdissent, que votre corps se détend et que votre esprit s'apaise, nous allons commencer notre exploration de ce petit joyau niché entre la Suisse et l'Autriche. Le Liechtenstein est un État d'une taille si modeste qu'il est souvent oublié sur les cartes. Pourtant, sa richesse historique est immense, comparable aux plus grandes nations. Il est le dernier vestige du Saint-Empire romain germanique, une entité politique qui a façonné l'Europe pendant près d'un millénaire. Son nom même, Liechtenstein, est une légende en soi, un nom qui évoque une lignée de princes, une famille qui a donné son nom à la terre qu'elle gouverne. Mais avant de devenir ce qu'il est, le Liechtenstein n'était qu'un ensemble de territoires, de comtés et de seigneuries, une mosaïque de terres qui attendait d'être unies. Nous allons voyager à travers le temps pour comprendre comment cette union s'est forgée, comment un simple achat de terre a pu donner naissance à un État souverain. Notre périple commence bien avant l'existence du Liechtenstein. Il nous emmène à l'époque des Romains qui ont laissé leurs traces dans ces vallées verdoyantes. Puis nous traversons le Moyen Âge, une période de chevaliers et de châteaux, où les seigneurs locaux régnaient sur leurs terres avec une poigne de fer. C'est ici, au milieu des légendes et des traditions, que nous découvrons les comtés de Vaduz et de Schellenberg. Deux noms qui résonneront longtemps dans notre récit, car ce sont eux qui formeront le socle du futur État. À travers les âges, ces terres ont été convoitées, échangées et ont vu se succéder de nombreux seigneurs, chacun laissant son empreinte, sa pierre à l'édifice de cette histoire unique. Le 7e siècle marque un tournant décisif. À cette époque, la famille princière de Liechtenstein, une dynastie autrichienne puissante et influente, cherche à acquérir un territoire qui lui permettrait de siéger au Reichstag, l'Assemblée des princes du Saint-Empire romain germanique. L'histoire se met en marche lorsque le prince Hans Adam Yer acquiert le comté de Schellenberg en 1799, suivi du comté de Vaduz en 1712. C'est un acte de stratégie politique, un investissement calculé pour accéder à un statut princier. Ces deux acquisitions, si modestes soient-elles, ont une portée immense. Elles vont jeter les bases d'une nation, d'une identité. Le 23 janvier 1719, l'empereur Charles VI unit les deux comtés pour former une nouvelle entité, la principauté de Liechtenstein. Ce jour-là, un petit pays est né, un pays qui porte le nom de sa famille régnante. C'est une histoire incroyable, celle d'un État créé de toutes pièces, non par la guerre ou la révolution, mais par un acte administratif et une volonté politique. Ce récit, nous allons le détailler en explorant les motivations des princes, les défis qu'ils ont dû surmonter et la manière dont ils ont patiemment construit leur souveraineté. Nous verrons comment le Liechtenstein, malgré les guerres napoléoniennes et la dissolution du Saint-Empire, a su se maintenir et se réinventer. Notre voyage nous conduira à travers les grands bouleversements du XIXe siècle, une période de grands changements en Europe. Nous verrons comment le Liechtenstein a navigué entre les alliances et les conflits, comment il a su préserver sa neutralité et son indépendance. Nous explorerons l'époque où le pays, encore rural et agricole, commence sa lente modernisation. Nous parlerons de son économie, de ses traditions, de son peuple, de ses hommes et de ses femmes qui ont bâti la nation pierre par pierre, génération après génération. Puis, nous nous approcherons du XXe siècle, une période de grands défis pour le monde et pour le Liechtenstein. Comment ce petit État a-t-il traversé les deux guerres mondiales, des conflits qui ont ravagé l'Europe? Nous découvrirons sa stratégie, sa prudence et sa capacité à se tenir à l'écart des hostilités. C'est au sortir de ces guerres que le Liechtenstein va connaître une transformation spectaculaire. De petit pays pauvre, il va devenir un centre financier prospère et un exemple de stabilité politique.
nous allons nous plonger dans les secrets de cette réussite économique, une réussite fondée sur l'innovation, la vision et la coopération. Enfin, nous arriverons à l'époque moderne. Le Liechtenstein d'aujourd'hui, avec ses paysages alpins à couper le souffle, ses châteaux médiévaux et son économie florissante. Nous explorerons la vie quotidienne de ses habitants, la culture, les traditions qui perdurent et le rôle de la famille princière aujourd'hui. L'histoire du Liechtenstein est une histoire de résilience, de sagesse et de persévérance. C'est une leçon de l'importance de la paix, de la diplomatie et de la capacité d'un petit pays à exister, à prospérer et à faire sa place dans le concert des nations. Alors que les montagnes du Liechtenstein semblent veiller sur vous, que le doux murmure de l'histoire berce votre esprit, laissez-vous glisser dans un sommeil profond et réparateur. Notre voyage ne fait que commencer. Alors que le silence s'installe, nous allons dériver doucement à travers les millénaires pour remonter aux origines de la terre qui deviendra un jour le Liechtenstein. Bien avant que ce nom ne soit prononcé, bien avant que des princes ne se préoccupent de ces vallées, les premières traces d'occupation humaine nous parlent d'une époque lointaine. Imaginez-vous les tribus celtes, les Raétiens, qui vivaient ici dans ces montagnes, élevant leur bétail et travaillant la terre. Ces peuples, au contact de la nature, ont façonné les premières routes et les premières communautés, vivant au rythme des saisons et du fleuve, le Rhin qui serpente paisiblement à travers la vallée. Puis, le puissant empire romain étend son emprise. Vers l'an 15 avant notre ère, les légions romaines conquièrent la région. Les historiens pensent que le territoire actuel du Liechtenstein était alors intégré à la province de Raetia. Les Romains ont apporté avec eux leur civilisation, construisant des routes, des villas et des forts pour sécuriser leurs frontières. Sur les hauteurs de ce qui est aujourd'hui le village de Balzers, des fouilles archéologiques ont révélé les vestiges d'un fortin romain, témoin silencieux de leur présence. Ils ont laissé leur marque dans le paysage, dans les noms de lieux et dans la mémoire des générations suivantes. Le Rhin, qui était une frontière naturelle, devint aussi un axe de communication, essentiel pour le commerce et les mouvements de troupes. Avec la chute de l'Empire romain au VIe siècle, la région a connu une période de grands bouleversements. Les peuples germaniques, notamment les Alamans, s'installent dans ces vallées. Ils apportent avec eux leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie. C'est à partir de cette fusion des cultures celtes, romaines et germaniques que l'identité de la région commence à se former. Les Alamans ont donné à la région le dialecte germanique qui y est encore parlé aujourd'hui. Le Moyen Âge est une période clé pour la structure politique future du pays. Après les Alamans, la région est intégrée au sein de l'immense empire carolingien de Charlemagne. À la suite du partage de cet empire, les territoires actuels du Liechtenstein font partie du duché de Souabe, au sein du Saint-Empire romain germanique. Ce n'est pas encore un pays, mais plutôt une mosaïque de petits fiefs et de seigneuries, chacun dirigé par un seigneur local. Ces seigneurs construisent des châteaux, symboles de leur pouvoir et de leur influence. Le château de Gutenberg, à Balzers, et le château de Vaduz, qui deviendra plus tard la résidence des princes, sont les témoins de cette époque. Ils se dressent encore aujourd'hui, veillant sur les vallées, et leurs murs semblent encore murmurer les histoires de chevaliers, de batailles et de familles nobles qui les ont habités. Parmi cette myriade de territoires, deux entités émergent et prennent une importance particulière, la seigneurie de Schellenberg et le comté de Vaduz. La seigneurie de Schellenberg est mentionnée pour la première fois dans des documents écrits en 1317. Quant au comté de Vaduz, il est créé en 1342. Ces deux territoires, bien que petits, jouissent d'une autonomie relative. Ils ont leurs propres seigneurs, leurs propres lois et leurs propres traditions. Ils sont comme deux petites îles dans un océan de fiefs, chacun avec sa propre histoire, mais destinés à se retrouver. La vie à cette époque est rude, rythmée par les travaux des champs, les menaces des famines et des épidémies. Les paysans, ou serfs, sont attachés à la terre et doivent allégeance à leur seigneur. Ils travaillent dur pour cultiver les terres, élever le bétail et subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs seigneurs. Les seigneurs, quant à eux, mènent une vie de guerre et de chasse, défendant leurs terres et leurs privilèges. Mais même dans cette rudesse, une communauté se tisse,
des liens se créent et une culture locale unique se développe. Les foires, les fêtes religieuses et les rassemblements locaux sont des moments de joie et de partage, des moments où la communauté se renforce. Ce que l'on retient de cette période, c'est l'absence d'une identité nationale. Les habitants de la région se sentent plus attachés à leur seigneurie, à leur village, qu'à une entité plus grande. Ils parlent le même dialecte, partagent les mêmes coutumes, mais ne forment pas encore un peuple uni. C'est sur ces fondations, sur ces deux seigneuries distinctes, que le futur Liechtenstein va se construire. Leur histoire, encore séparée, est comme un fleuve qui s'apprête à rejoindre un autre pour ne former qu'un. C'est une histoire de patience, d'attente, qui nous invite à nous endormir pour rêver à ces vallées endormies, attendant leur destin. Alors que le sommeil s'approfondit et que la quiétude s'installe, nous allons porter notre regard sur la famille qui donnera son nom à ces terres, la maison de Liechtenstein. Avant de devenir les souverains de la principauté, cette famille noble était déjà une force majeure au sein de l'Empire. Originaires de Basse-Autriche, leur histoire commence bien avant le XVIIIe siècle et elle est intimement liée à celle de l'Europe centrale. La famille de Liechtenstein tire ses origines du château de Liechtenstein près de Maria-Enzersdorf en Basse-Autriche, dont elle tire son nom. Le premier membre connu, Hugo de Liechtenstein, est mentionné dès 1136. Au fil des siècles, cette lignée s'est distinguée par son sens aigu des affaires, sa diplomatie et sa loyauté envers la maison des Habsbourg qui régnait sur l'Autriche. Les princes de Liechtenstein n'étaient pas de simples seigneurs locaux. Ils étaient des conseillers, des généraux et des ambassadeurs au service des empereurs du Saint-Empire romain germanique. Leur pouvoir et leur fortune étaient considérables, mais il leur manquait une chose cruciale pour asseoir leur statut au sein de la haute noblesse impériale. Un territoire immédiat, c'est-à-dire un territoire qui relève directement de l'autorité de l'empereur. Avoir un tel territoire était indispensable pour obtenir un siège au Reichstag, l'assemblée des princes et des comtes de l'Empire. Sans cela, même avec toute leur richesse et leur influence, les Liechtenstein n'étaient pas considérés comme des princes d'Empire au même titre que les autres. Ils étaient des princes par titre, mais pas par droit territorial. C'est cette ambition politique qui a motivé leur recherche de terres immédiates. Ils n'étaient pas à la recherche de n'importe quel domaine, mais d'un territoire qui ne dépendait d'aucun autre seigneur, si ce n'est de l'empereur lui-même. Les princes de Liechtenstein, notamment le prince Karl Ihr, 1569-1627, ont commencé à acquérir de vastes domaines, mais tous se trouvaient en Bohême ou en Moravie, des terres qui faisaient partie du royaume de Bohême et ne donnaient pas accès au statut désiré. La quête de terre immédiate a traversé plusieurs générations de la famille. Ils ont patienté, guettant la moindre opportunité, car de tels territoires étaient rares et très convoités. C'est au tournant du XVIIIe siècle que les astres s'alignent. Le prince Hans-Adam Ihr, 1657-1712, un homme d'une grande intelligence et d'une vision stratégique remarquable, décide d'agir. Il était à la tête d'une fortune colossale et était un proche conseiller de l'empereur. Il a compris que le moment était venu de concrétiser le rêve de sa famille. Il se tourne alors vers les modestes seigneuries de Schellenberg et de Vaduz, des territoires situés à la frontière du Saint-Empire avec la Suisse, loin de leur possession principale. Ces terres étaient en vente et surtout, elles étaient des territoires immédiats de l'Empire. Elles dépendaient directement de la juridiction impériale, ce qui était la condition sine qua non pour leur projet. En 1689, Hans-Adam Ihr fait l'acquisition de la seigneurie de Schellenberg. Puis en 1712, il achète le comté de Vaduz. Ces deux achats ont été effectués non pas pour la valeur économique des terres, qui étaient modestes et montagneuses, mais pour leur valeur politique et symbolique. C'est un acte de pure stratégie, l'aboutissement de siècles d'ambition. Imaginez l'émotion de ce prince ayant enfin réussi là où ses ancêtres avaient échoué. Ces deux petits morceaux de terre, acquis au prix fort, allaient devenir le cœur d'une nouvelle principauté. Ces acquisitions marquent le début d'une nouvelle ère pour la famille de Liechtenstein. C'est une histoire de patience, de persévérance et de détermination,
La famille a mis près de 600 ans pour atteindre son objectif. Et maintenant que la terre était acquise, restait l'étape finale, la reconnaissance officielle par l'empereur. Le chemin était tracé, et la principauté, bien qu'encore à naître officiellement, existait déjà dans les esprits et dans les actes de la famille. Cette tranquillité des montagnes, qui a vu ces événements se dérouler, nous invite à la contemplation. Nous voici maintenant au cœur de notre histoire, au moment où la principauté du Liechtenstein est officiellement scellée. Après des décennies d'attente et de stratégie, la famille de Liechtenstein a acquis les deux territoires essentiels, les comtés de Schellenberg et de Vaduz. Mais ces terres n'étaient encore que des possessions privées, et le rêve de fonder un État à part entière n'était pas encore réalisé. La reconnaissance impériale était l'ultime et indispensable étape. Le prince Hans Adam Ier, l'architecte de cette stratégie, meurt en 1712, quelques mois après l'achat de Vaduz. C'est son neveu, le prince Anton Florian, qui va hériter de la mission. Il était lui aussi un homme de grande influence à la cour de l'empereur, un diplomate chevronné et un conseiller écouté. Il savait que le moment était propice pour agir. Le Saint-Empire romain germanique, bien que puissant, était une entité complexe, composée de centaines de petits États et de fiefs. C'est dans cette architecture politique que le prince Anton Florian devait trouver sa place. Il présente une requête à l'empereur Charles VI. Sa demande est claire. Il souhaite que les deux comtés, Schellenberg et Vaduz, soient unis et élevés au rang de principauté. L'argument est simple. Ces deux territoires, bien que distincts, formaient une entité géographique cohérente et surtout, ils étaient des terres immédiates de l'Empire. Cette requête n'était pas une simple formalité. Elle exigeait une justification minutieuse, des preuves de la légitimité et du statut de la famille de Liechtenstein. Et le grand jour arriva. Le 23 janvier 1719, l'empereur Charles VI signe un décret impérial, un acte de création qui allait changer l'histoire de ces deux vallées. Par cet édit, il officialise l'union de la seigneurie de Schellenberg et du comté de Vaduz. Il les élève au rang de principauté impériale et leur donne un nom, Liechtenstein, en l'honneur de la famille qui les acquit. C'est un événement extraordinaire, car il marque la naissance d'un État sans guerre, sans révolution, mais par un simple décret administratif, le fruit d'une ambition patiente et d'une stratégie politique habile. L'impact de cet acte est immense. Du jour au lendemain, un nouvel État souverain est né au cœur de l'Europe. Le prince Anton Florian devient le premier prince régnant du Liechtenstein. Il obtient ainsi le droit de siéger au Reichstag, et la famille de Liechtenstein prend enfin sa place parmi les grandes dynasties d'Europe. C'était l'aboutissement de siècles de travail et de dévouement. Cependant, il est important de noter que pendant plusieurs décennies, les princes de Liechtenstein ne se rendirent pas sur leurs terres. Ils vivaient toujours à Vienne, au centre du pouvoir de l'Empire, et considéraient leur principauté comme une possession lointaine. Le pays était gouverné par des représentants locaux, des baillis, qui agissaient en leur nom. Mais la souveraineté était réelle. Les habitants de la principauté, les Liechtensteinois, étaient désormais sujets d'un prince à part entière. Ce moment de l'histoire nous apprend beaucoup sur la complexité du Saint-Empire romain germanique, où des règles anciennes permettaient encore la création de nouveaux États. Le Liechtenstein est le dernier État à avoir été créé de cette manière, et il est aussi le seul à avoir survécu à la dissolution de l'Empire. C'est une histoire unique en son genre, qui donne à cette petite nation une légitimité historique et une singularité qui la distingue de tous ses voisins. Maintenant, laissez-vous bercer par l'écho de cet édit impérial. Imaginez le son des cloches résonnant dans les vallées, annonçant la naissance d'une principauté, un murmure qui parcourt les montagnes. Laissez-vous glisser dans un doux sommeil et rêver de ces rois et de ces empereurs qui ont façonné notre monde. L'histoire du Liechtenstein prend un virage majeur avec l'arrivée de l'ère napoléonienne. Au tournant du XIXe siècle, les guerres de la Révolution française et les campagnes militaires de Napoléon Bonaparte bouleversent l'Europe entière, et le Saint-Empire romain germanique, vieux de plusieurs siècles, se trouve au bord de l'effondrement. Ces événements vont mettre à l'épreuve la jeune souveraineté du Liechtenstein.
En 1806, après sa victoire sur l'Autriche et la Russie à Austerlitz, Napoléon force l'empereur François II à dissoudre le Saint-Empire romain germanique. C'est la fin d'une ère. Le Liechtenstein, qui était le dernier État à avoir été créé sous cette ancienne structure, se retrouve soudainement privé de sa fondation juridique. Il est, en quelque sorte, un orphelin de l'Empire. Mais la disparition de l'Empire ne signifie pas la fin de la principauté. Napoléon, dans le cadre de ses réorganisations territoriales, inclut le Liechtenstein dans la Confédération du Rhin, une alliance d'États allemands sous protectorat français. Pour le Liechtenstein, c'est une période délicate. Le prince Johannier, qui règne à cette époque, doit naviguer avec prudence entre la loyauté envers les Habsbourg, ses alliés historiques, et les nouvelles réalités politiques imposées par Napoléon. Le Liechtenstein est contraint de fournir un contingent de soldats à l'armée napoléonienne, mais il le fait de manière symbolique, évitant de s'engager pleinement dans les conflits. C'est un exemple de la politique de neutralité et de discrétion que le pays adoptera à maintes reprises par la suite. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne en 1815 redessine la carte de l'Europe. Les puissances victorieuses cherchent à restaurer l'ordre ancien, mais elles ne ressuscitent pas le Saint-Empire. Elles créent la Confédération germanique, une union d'États allemands et de l'Empire d'Autriche. Le Liechtenstein, grâce à son statut de principauté souveraine et à sa politique prudente pendant la guerre, est reconnu comme un membre à part entière de cette nouvelle confédération. C'est une étape cruciale pour l'affirmation de son indépendance. Bien que très petit, le pays est désormais considéré comme un État égal aux autres, avec tous les droits et les devoirs que cela implique. Durant le XIXe siècle, la Confédération germanique est dominée par les rivalités entre l'Autriche et la Prusse. Le Liechtenstein, de par ses liens historiques et géographiques, reste un allié fidèle de l'Autriche. Il participe même à la guerre austro-prussienne de 1866, mais de manière symbolique. L'histoire raconte que le contingent liechtensteinois de 80 hommes, déployé pour la défense de la frontière, n'aurait eu à déplorer aucune perte. C'est à la suite de ce conflit et de la défaite de l'Autriche que le Liechtenstein décide de dissoudre son armée. Cette décision, prise en 1868, est un tournant majeur. Elle marque le choix définitif du pays en faveur de la neutralité et de la paix. Le Liechtenstein, désormais sans armée, se fie à ses voisins et à la diplomatie pour garantir sa sécurité. La période qui suit est celle d'une modernisation progressive. L'économie, encore largement agricole et rurale, commence à s'ouvrir. Les premières infrastructures voient le jour et le pays commence lentement à se désenclaver. C'est une époque de calme relatif, une parenthèse de paix qui va permettre à la petite principauté de se consolider et de se préparer aux défis du XXe siècle. L'histoire du Liechtenstein au XIXe siècle est une leçon de survie et de résilience, une démonstration de la capacité d'un petit pays à naviguer dans les eaux troubles de la politique européenne sans perdre son identité. Laissez-vous à présent bercer par le murmure de ces bouleversements lointains. Imaginez la paix qui s'installe après les tempêtes, une paix fragile mais précieuse, comme celle qui s'installe en vous à présent. À présent, nous allons nous attarder sur la relation unique et complexe entre le Liechtenstein et son voisin, le puissant empire austro-hongrois. Après la dissolution de la Confédération germanique en 1866, le Liechtenstein se retrouve dans une position délicate. Il perd son dernier lien formel avec les États allemands et se tourne naturellement vers l'Autriche-Hongrie, son voisin direct et son allié historique. Les liens entre les deux entités étaient profonds et anciens. La famille princière du Liechtenstein était elle-même une famille autrichienne, étroitement liée par le sang et par l'histoire aux Habsbourg. Les princes vivaient majoritairement à Vienne, où ils possédaient d'immenses palais et jouaient un rôle de premier plan à la cour impériale. Leurs possessions foncières se trouvaient principalement en Autriche, en Moravie et en Bohême, et non dans la principauté qu'ils gouvernaient. Cette situation a créé un paradoxe intéressant. Le Liechtenstein était un pays souverain, mais ses dirigeants et sa culture étaient profondément enracinés dans l'empire austro-hongrois. Cette relation étroite s'est matérialisée par une union douanière avec l'Autriche-Hongrie en 1866.
Cette alliance économique a eu des répercussions considérables sur le Liechtenstein. Elle a ouvert les marchés autrichiens aux produits liechtensteinois et a permis à la principauté de bénéficier d'une certaine stabilité économique. L'Autriche-Hongrie a également assuré la protection diplomatique du Liechtenstein, le représentant sur la scène internationale. En échange, le Liechtenstein a calqué sa politique sur celle de l'Empire. La vie quotidienne des Liechtensteinois de cette époque est marquée par cette proximité avec l'Autriche. Les timbres-poste autrichiens étaient utilisés, la monnaie autrichienne circulait et les trains autrichiens traversaient le pays. La langue, les traditions et la religion, le catholicisme, étaient les mêmes. C'était une période de calme relatif, une ère de développement lent mais continu, où le Liechtenstein profitait de la stabilité de l'Empire sans être directement impliqué dans ses tourmentes politiques. Cependant, cette relation quasi symbiotique a pris fin avec la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie s'effondre en 1918 et l'Empire est démantelé. Pour le Liechtenstein, c'est un choc immense. Son principal partenaire économique et son protecteur politique disparaissent du jour au lendemain. Le pays se retrouve dans une situation précaire, confronté à une crise économique et à une inflation galopante. Le prince Johann II, qui régnait depuis 1858, doit trouver de nouvelles voies pour assurer la survie de son pays. C'est à ce moment-là que le Liechtenstein prend la décision audacieuse de se tourner vers la Suisse. En 1923, une nouvelle union douanière est signée avec la Confédération helvétique. Cette décision est l'une des plus importantes de l'histoire moderne du pays. Elle marque une rupture avec l'Autriche et le début d'une nouvelle ère. La Suisse fournit au Liechtenstein un nouveau partenaire économique stable, une nouvelle monnaie, le franc suisse, et une nouvelle protection diplomatique. Le pays, qui était traditionnellement tourné vers l'Est, se tourne maintenant vers l'Ouest. Cette décision sera la clé de sa future prospérité. L'histoire de cette période nous montre à quel point un petit pays doit faire preuve de souplesse et de pragmatisme pour survivre. Le Liechtenstein a su s'adapter, abandonner ses anciennes alliances pour en créer de nouvelles, et ainsi garantir sa pérennité. Laissez-vous bercer par le souvenir de ces décisions capitales et glissez doucement vers le sommeil, en rêvant d'un monde en perpétuel changement. Alors que la nuit s'installe plus profondément et que votre esprit s'apaise, nous nous approchons de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne, les 2 guerres mondiales. Pour le Liechtenstein, un petit pays sans armée, ces conflits ont représenté une menace existentielle. Son histoire durant cette période est un cas d'étude fascinant de neutralité et de survie. Pendant la Première Guerre mondiale, le Liechtenstein, allié de l'Autriche-Hongrie par son union douanière et sa proximité géographique, se trouve dans une position délicate. Cependant, il choisit de ne pas s'engager militairement. Il proclame sa neutralité, une décision qui sera cruciale pour son avenir. L'Autriche, engagée dans une guerre totale, ne peut pas s'occuper de son petit voisin, et la Suisse, de son côté, maintient également une neutralité stricte. Le Liechtenstein est ainsi pris en étau entre 2 nations neutres, ce qui le protège des conflits directs. Le pays traverse cette période difficile sans être le théâtre de combat, mais il est durement touché par les conséquences économiques de la guerre. Le blocus allié affecte son approvisionnement et l'effondrement de l'Empire austro-hongrois après 1918 plonge l'économie liechtensteinoise dans une crise profonde. C'est à la suite de cette crise, comme nous l'avons évoqué, que le pays se tourne vers la Suisse. La Seconde Guerre mondiale pose un défi encore plus grand. Le Liechtenstein est pris en étau entre la Suisse neutre et l'Allemagne nazie. La proximité idéologique entre le régime nazi et certains mouvements nationalistes autrichiens et liechtensteinois crée une atmosphère de tension. Le pays est perçu par certains nazis comme une partie du Grand Reich allemand. Mais la famille princière, dirigée par le prince Franz Joseph II, maintient fermement une position de neutralité stricte. Le prince et son gouvernement refusent toute collaboration avec l'Allemagne nazie. Le Liechtenstein n'accueille pas de garnison allemande et se positionne ouvertement comme un État souverain. La principauté doit sa survie à plusieurs facteurs. D'abord, la neutralité farouche de la Suisse, qui l'entoure sur sa plus grande frontière, a servi de bouclier.
De plus, les Alliés ne voulaient pas déclencher un conflit sur le territoire suisse et par extension, liechtensteinois. Enfin, le Liechtenstein a bénéficié de sa taille minuscule et de son manque de ressources stratégiques, ce qui le rendait peu attrayant pour une invasion. Mais le pays ne s'est pas contenté d'être un simple spectateur. Il a ouvert ses portes aux réfugiés. En 1945, il a accueilli plus de 500 soldats russes de la première armée nationale russe, un groupe anti-soviétique, leur offrant l'asile politique. Ces soldats, menacés d'être rapatriés de force en Union soviétique, ont trouvé refuge au Liechtenstein. Cette histoire, connue sous le nom d'asile de l'armée Vlasov, est un exemple poignant de l'humanité du pays. Le gouvernement liechtensteinois a résisté aux pressions soviétiques et a protégé ses réfugiés, leur permettant de s'installer en Occident. C'est un épisode qui témoigne du courage et des principes du pays. Après la guerre, le Liechtenstein, bien qu'épargné par les destructions physiques, est confronté à des défis économiques et politiques majeurs. Cependant, sa position de neutralité et sa nouvelle alliance avec la Suisse lui ont ouvert la voie à une nouvelle ère, celle d'une prospérité inattendue. Laissez-vous à présent envelopper par le calme qui a suivi ces tempêtes. Imaginez ces montagnes silencieuses, témoins de ces grands bouleversements protégeant leurs habitants. Un sommeil paisible vous attend. Après les tourmentes de la guerre, le Liechtenstein entame l'un des chapitres les plus remarquables de son histoire. Une transformation économique spectaculaire qui va le mener de la pauvreté à la prospérité. Alors que l'Europe est en pleine reconstruction, le Liechtenstein, grâce à sa neutralité et à son partenariat avec la Suisse, se positionne de manière unique pour se réinventer. Le pays, traditionnellement agricole et rural, a une vision à long terme. Les dirigeants de l'époque comprennent que la petite taille du pays et sa main-d'œuvre limitée ne peuvent pas rivaliser avec les grandes nations industrielles. Il faut trouver une niche, un modèle économique qui s'appuie sur la discrétion et la stabilité. C'est à partir des années 1950 que cette stratégie prend forme, axée sur deux piliers principaux, la diversification industrielle et les services financiers. Sur le plan industriel, le Liechtenstein se spécialise dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Des entreprises innovantes voient le jour, notamment dans les domaines de l'outillage de précision, des prothèses dentaires et de l'électronique. La société Hilti, par exemple, fondée en 1941, devient un acteur mondial dans le secteur des outils de construction. Ces entreprises, souvent familiales, misent sur la qualité, la précision et l'exportation. Mais c'est dans le secteur financier que le Liechtenstein trouve son véritable essor. Le pays adopte une législation bancaire et fiscale très attractive. La création d'une loi sur les fondations et les trusts en 1926 est un tournant. Elle permet de créer des structures juridiques souples et discrètes, idéales pour la gestion de fortunes privées et le patrimoine des entreprises. C'est le début de l'ère du Liechtenstein en tant que place financière de premier plan. Le pays bénéficie également de sa stabilité politique, de l'absence de guerre et de sa monnaie, le franc suisse, une des devises les plus solides au monde. Le Liechtenstein devient un centre international pour la gestion de patrimoine. Les banques de la principauté se spécialisent dans les services personnalisés pour une clientèle internationale. Cette stratégie a été un succès retentissant. En quelques décennies, le Liechtenstein est devenu l'un des pays les plus riches du monde par habitant, avec un niveau de vie très élevé. La prospérité se fait sentir partout, dans les infrastructures modernes, dans la qualité de vie et dans un système de protection sociale très développé. Cette transformation n'a pas été sans défi. Le Liechtenstein a été critiqué pour son secret bancaire qui a pu être associé à la fraude fiscale. Cependant, au début du XXe siècle, le pays a pris des mesures significatives pour réformer son secteur financier, en se conformant aux standards internationaux de transparence. Il a signé des accords de coopération avec de nombreux pays et s'est engagé dans la lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Cette adaptation a permis au pays de conserver sa position de centre financier légitime et respecté. Le Liechtenstein moderne est ainsi le fruit de cette transformation audacieuse, une preuve que la prospérité peut être construite sur l'ingéniosité, la flexibilité et la vision à long terme.
Laissez-vous bercer par cette histoire d'une renaissance économique inattendue. Alors que la lumière de la Lune éclaire doucement le paysage mental que nous avons dessiné, nous arrivons à l'ère moderne du Liechtenstein, une période marquée par une évolution politique et sociale significative. La prospérité retrouvée a permis au pays de s'ouvrir et de se moderniser, consolidant sa place en tant que démocratie stable au cœur de l'Europe. Un des aspects les plus fascinants du Liechtenstein moderne est l'équilibre unique entre la monarchie princière et la démocratie parlementaire. Contrairement à de nombreuses monarchies européennes où le rôle du souverain est devenu largement symbolique, le prince de Liechtenstein conserve un pouvoir politique important. La Constitution de 1921, révisée en 2003, définit les rôles respectifs du prince et du peuple. Le prince a le pouvoir de nommer le gouvernement, de dissoudre le Parlement, le Landtag, de promulguer les lois et de nommer les juges. Cependant, le peuple a également son mot à dire. Grâce à des mécanismes de démocratie directe, les citoyens peuvent proposer des lois, demander des référendums et même, selon une clause unique, voter pour abolir la monarchie. Ce partage du pouvoir entre le souverain et le peuple crée un système politique singulier et équilibré. La famille princière, dirigée aujourd'hui par le prince Hans Adam II et son fils, le prince régent Alois, joue un rôle actif dans la vie du pays. Elle est vue non seulement comme un symbole de l'État, mais aussi comme un acteur politique et économique clé, participant à la vie publique et à la diplomatie. Cette cohabitation harmonieuse entre tradition et modernité est l'une des caractéristiques les plus remarquables du Liechtenstein. Sur le plan social, le pays a connu de grands changements. D'une société rurale, il est devenu une nation urbaine et multiculturelle. La forte croissance économique a attiré des travailleurs étrangers et le Liechtenstein a su intégrer ces nouvelles populations tout en préservant son identité. Le pays se distingue par une qualité de vie exceptionnelle, un système éducatif performant et un taux de criminalité extrêmement bas. L'évolution du rôle des femmes est aussi une part importante de l'histoire récente du pays. Le Liechtenstein a été l'un des derniers pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes en 1984, après plusieurs référendums qui ont échoué. Bien que ce retard soit souvent souligné, cette décision a marqué un tournant dans la modernisation des mœurs et a ouvert la voie à une plus grande participation des femmes à la vie politique et sociale. Aujourd'hui, le Liechtenstein est un membre actif de la communauté internationale, bien que discret. Il a rejoint l'ONU en 1990 et est membre de l'espace économique européen, EEE. Sa politique étrangère, menée en étroite collaboration avec la Suisse, est axée sur la promotion de la paix, des droits de l'homme et du développement durable. Cette histoire de démocratie pacifique et de coexistence entre un monarque et son peuple est une leçon en soi. Elle nous montre que la tradition n'est pas incompatible avec la modernité et que le respect mutuel peut être le fondement d'une société stable. Alors que la nuit s'étend et que la paix s'installe doucement autour de nous, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'histoire du Liechtenstein. Cette petite principauté, qui a su résister aux épreuves de l'histoire, nous laisse un héritage d'une grande richesse, marqué par la stabilité, la prospérité et la capacité à concilier tradition et modernité. À travers les siècles, le Liechtenstein a su se réinventer, traverser les tempêtes et par sa sagesse, bâtir une nation qui, bien qu'extrêmement petite, a su laisser une empreinte importante dans le monde moderne. Son parcours est celui d'un pays qui ne mesure pas sa force à sa taille, mais à sa résilience et à sa diplomatie. Ce petit État a su créer des alliances, diversifier son économie et s'adapter à un monde en constante évolution. En tant que modèle de démocratie pacifique et d'équilibre entre une monarchie et une démocratie parlementaire, le Liechtenstein reste un exemple de gouvernance réussie, où le respect des traditions coexiste harmonieusement avec les aspirations modernes. Aujourd'hui, dans un monde globalisé et face à des défis environnementaux de taille, le Liechtenstein continue de s'orienter vers un avenir serein, durable et prospère, tout en restant fidèle à ses racines. Maintenant, chers auditeurs, alors que votre esprit se calme et que la douceur de la nuit vous envahit, laissez cette histoire de courage et de sagesse porter votre sommeil. Que les montagnes, les rivières et l'héritage tranquille du Liechtenstein
vous accompagne dans un sommeil profond et réparateur. Doux rêve.